Bonjour à vous, bienvenue sur le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Fontaine. Salut Ludovic. Salut Benjamin. Alors Ludovic, je te présente en quelques mots, tu complètes au besoin. Mhm. Alors Ludovic, toi, tu es l'animateur de la chaîne YouTube Nevermind. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas sûrement. Si vous êtes mes auditeurs, vous avez sûrement déjà été voir du côté de Nevermind sur YouTube avec des interviews, des partages, voilà, pas mal de choses. Allez voir sur YouTube. Et Ludovic, toi, tu as une sensibilité plutôt bouddhiste, tu enseignes la méditation, tu organises des retraites, tu accompagnes des personnes sur notamment la pratique, et on va faire un épisode là-dessus maintenant. Et tu vas publier chez Almora dans pas longtemps, au mois de mai, deux livres sur des retranscriptions de tes épisodes sur Nevermind, sur les paroles de maître des enseignements. Donc un sur le Tantra et un sur Jean Klein, c'est ça? Exactement. Donc, ces deux ouvrages qui appartiennent à une nouvelle collection qui s'appelle Enseignants spirituels contemporains. Et donc, on commence par ces deux traditions. Et puis, en octobre, il y aura également deux volumes qui sortiront normalement, un sur le Dzogchen et un sur l'approche de la non-dualité, mais au féminin, on va dire. Ok, super. Et alors, nous allons faire un épisode ensemble, si tu le veux bien. C'est toi qui as amené l'idée, donc on en profite, hein. Voilà. Donc, je vais dire Pratique, oui. pédagogie, pratique, pédagogie et engagement. Et Ludovic, quand il me dit ça, il fait, mais par contre, c'est pas un sujet qui parle à beaucoup de gens. Genre, ça va pas être trop écouté comme épisode. Et ben, du coup, je le pose sur la table. Mon but, ça va être de vous donner envie d'entrer dans la pratique, de vous engager corps et âme dans la pratique, quelle qu'elle soit, mais d'y aller à fond les ballons. Et en fait, ça va, hein, toi, Ludovic, pour ta gouverne, c'est un message que je porte pas mal. Donc, Mm. c'est pas quelque chose qui est nouveau ou qui serait à l'encontre même de ma propre pédagogie, en tout cas. Donc, j'ai une première question pour toi, si tu le veux bien, c'est comment tu définirais, toi, ce que c'est une pratique spirituelle? C'est-à-dire, en quoi une pratique est une pratique et en quoi c'est une pratique spirituelle, par exemple? Bon, c'est une question assez, moi, qui m'intéresse beaucoup. Alors, une pratique, c'est simplement un ensemble d'actions qu'on va entreprendre dans un objectif précis. Une pratique spirituelle, c'est un ensemble de pratiques en vue de réaliser quelque chose sur sa voie Mm. spirituelle. Alors, si je découpe ma réponse, on va partir peut-être du but, entre guillemets, hein. Ce serait de réaliser ce qu'on pourrait considérer comme l'éveil. Mm. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éveil pour moi, en tout cas, hein, même si c'est quelque chose qui est difficile à mettre en mots, mais je n'ai de cesse de poser cette question à toutes les personnes que je reçois sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, et j'avais fait également un épisode là-dessus. Euh, L'éveil, c'est simplement, bon là c'est très théorique, mais c'est comme ça que j'aime bien le formuler en ce moment. C'est une réalisation profonde et intime, vraiment au plus profond de soi-même, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui n'est pas médiatisé par le conceptuel. Donc c'est une réalisation intime que rien dans notre expérience consciente, rien dans notre expérience directe, dans ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, n'a d'existence indépendante, séparée et éternelle. Et finalement, quand je parle de ces choses qui ne sont pas indépendantes, éternelles, etc., et je parle de tous les éléments de l'expérience et également ce qu'on pourrait considérer être au centre de l'expérience, donc ce prétendu ego, ce prétendu, cette prétendue personnalité à laquelle on a plutôt tendance à s'identifier. Donc ça, c'est un peu la définition du but. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait atteindre ce but? C'est, entre guillemets, hein, le but, bien évidemment, on verra pourquoi je mets ça entre guillemets, c'est pour arrêter de souffrir. Mm. Et pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'il y a cet attachement finalement à cette croyance de,
cette fausse identification, on va dire, euh, qui va créer quelque part de l'attraction ou de l'aversion, une sorte de réactivité à ce qui est, donc un empêchement à être finalement bien avec le moment présent. Donc là, c'est un petit peu ce que je viens de faire, c'est une démonstration intellectuelle de ce que ça pourrait, de comment est-ce qu'on pourrait définir l'éveil. Et ce serait le but de la pratique spirituelle. Et donc ce but, je l'ai mis entre parenthèses parce que finalement, et ce qu'on va dire dans certaines traditions bouddhistes, c'est que il n'y a pas vraiment de causalité à l'éveil. C'est-à-dire que les pratiques ne vont pas avoir pour effet de déclencher l'éveil, puisque finalement, c'est la réalisation de quelque chose qui est toujours là, mais auquel on ne prête pas attention. Et donc, on va simplement créer les conditions pour créer l'accident qu'est l'éveil. Mhm. Et cet accident consiste finalement à enlever la confusion sur ce qui est. Donc, on voit les choses plus clairement. Et donc, je suis parti un peu trop loin. Non, non, Pour revenir pour à, moi, tu es dans le pour, sujet à fond, là, vas-y. pour revenir à la pratique qui, alors je fais beaucoup de parenthèses, elle a très mauvaise presse actuellement, en tout cas dans certaines euh, façons de partager notamment les enseignements non duels, ou alors elle a mauvaise presse ou elle peut être mal comprise. C'est-à-dire que on va souvent entendre dire il n'y a rien à faire, chaque pratique va renforcer l'illusion que l'on est un ego, que l'on est, voilà, l'illusion de la séparation. Certes. Et ça peut être soit une mauvaise appréciation de l'enseignement, c'est-à-dire que ne rien faire en soi, c'est déjà une pratique. C'est défaire, quoi. En fait, c'est arrêter de faire quelque chose. Mhm, Et mhm. arrêter de faire quelque chose, c'est hop, c'est l'arbre qui tombe du fruit, c'est-à-dire c'est arrêter d'être accroché, quoi. Il y a ça, et puis il y a cet aspect que, oui, alors ça va avoir pour effet de renforcer finalement cette illusion. Et c'est une très bonne chose, parce que qu'est-ce qu'on essaye d'observer? On essaye d'observer ce qui est vraiment. Et on essaye également d'observer les illusions. Et les illusions, si on ne les voit pas, on ne peut pas les observer, on ne peut pas les investiguer. Et donc la pratique va aussi avoir pour effet de réveiller des frustrations, de réveiller ce pratiquant, ce méditant. Et donc ça va pouvoir devenir un objet de contemplation, un objet d'observation. Et tant qu'il n'est pas réveillé, tant qu'il est caché un peu dans l'ombre, bah finalement on peut se dire non, mais attends, moi j'ai pas d'ego, c'est super, j'ai atteint l'éveil, je suis parfaitement. Et nous, on est juste en train de se raconter une histoire. Et je tiens le fil, là, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire que là, je parle d'histoire parce que finalement, le fait de dire non, mais moi, je ne pratique pas, je suis déjà éveillé, je suis la conscience, sans forme, etc. Et ben, la pratique, elle est assez utile en ce qu'elle permet justement de ne pas s'endormir dans une histoire qu'on va se raconter là-dessus. Parce que oui, on peut avoir une réalisation, un truc, ah ben oui, c'est l'unité, etc., d'une fraction de seconde. Et très vite, on peut aussi être dans la capacité de s'accaparer ça et d'en faire quelque chose qu'on va installer sur son petit, sur sa bibliothèque, hein, à côté de son petit Bouddha et de Shiva, etc. Et donc la pratique, elle va nous aider finalement à prendre du recul et à observer. Et donc, tant que finalement on n'est pas arrivé au bout, entre guillemets, du chemin sans chemin, et ben, la pratique, elle va être utile. Et je pense il est pragmatique, il est même euh, opportun de considérer finalement qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Je préfère personnellement dire non, non, moi, l'éveil, oui, je comprends ce que ça peut être. J'ai pu avoir des aperçus, j'ai pu recevoir des enseignements, j'ai une conviction interne et profonde de ce que ça peut être parce que voilà, j'ai eu des expériences. Mais je préfère garder ce point de vue pragmatique qui consiste à me dire, mais peut-être que finalement,
même si j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose, peut-être que c'est pas vrai. Parce que c'est plus prudent. Et finalement, c'est pas grave de se dire qu'on n'est pas éveillé alors qu'on l'est que le contraire. Je pense que ça a plus de conséquences néfastes sur les autres également. Hmm. Ça me fait penser dans ce que tu expliques que, par exemple, ce que moi j'aimerais dire par rapport à la pratique, c'est que ça nous fait quitter une forme de tiédeur. Toi, tu parlais de dire, bah, euh, ça va permettre de mettre en lumière les illusions, etc. Et en fait, s'engager, c'est de déployer l'énergie, c'est de rentrer dans une forme d'intensité. Et cette intensité peut être dans une extrême lenteur ou peu importe la forme qu'elle va avoir. Mm. Mais ça permet de quitter une certaine tiédeur et le tiédeur est souvent l'endroit de la torpeur, l'endroit où on s'installe, où on se met, voilà, et d'aller faire l'expérience concrète et directe de quelque chose. Ça n'a rien à voir, on va dire, au niveau de où tu parlais de cadre propice pour la prise de conscience, pour l'accident de conscience, l'accident d'éveil. Eh bien, en fait, ben voilà, c'est en allant quelque part qu'on peut ressentir ou qu'on peut vivre quelque chose. Sinon, ça reste du savoir. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime bien de mettre en lumière quand je parle de pratique, c'est que peu importe l'engagement que vous prenez, ça peut être sur une durée, ça peut être jusqu'au bout, enfin, peu importe, ça c'est au moins, ça fait quitter une forme de ça, de tiédeur, de torpeur dans lequel on est installé. Et ça demande de l'engagement. Tu parles de torpeur, et ou même moi ça me fait penser à l'image du moine qui médite et qui s'endort sur voilà, son coussin de méditation. Et dans la tradition bouddhiste, et notamment ce qu'on appelle le sentier de Samatha, donc le Mm. chemin qui mène au calme mental, l'un des ennemis euh, du méditant, donc du pratiquant du calme mental, c'est cette torpeur, c'est cette sensation quand on médite, c'est oh là là, j'ai bien médité, je n'ai pas eu de pensée, j'ai été bien, mais finalement, il y a toute cette zone de pratique où on est un peu fermé à ce qui est, et on s'est mis dans une sorte de confort, un peu comme après un bon repas, où on s'installe et on est ah oui, j'étais bien et tout ça. Mais finalement, c'est un peu un faux ami, parce que on n'a plus la clarté, et il n'y a plus ce feu de la pratique, il n'y a plus ce feu de l'expérience euh, qui, qui est nécessaire pour pas que l'esprit s'endorme sur lui-même. Mm. Oui, et la notion d'expérience, comme tu l'évoques, expérience directe, c'est de vivre la chose telle qu'elle est. Juste la regarder en ayant un a priori ou une projection dessus sans la vivre, ça sera forcément une projection et un a priori dessus. Je veux dire, j'aime bien donner cet exemple. Il est bateau comme tout, mais je veux dire, par exemple, quelqu'un qui sait où c'est New York, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a déjà été à New York. Je veux dire, le vécu de New York n'est pas la même chose que de savoir où est New York sur une carte ou d'avoir vu New York à travers une série ou à travers que tu as regardé 10 000 séries avec New York d'ailleurs. Le fait d'y être allé une fois, il y a une connaissance de New York que tu ne peux pas avoir que si tu as regardé une série. Et si on va un peu plus loin même, le fait d'être allé une fois à New York et d'y avoir passé 15 jours, un moment extraordinaire, et d'avoir mangé les meilleurs hot dogs de la Terre au pied d'un building et de... Bon, là, moi j'ai vu beaucoup de séries sur New York, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais donc voilà, le fait d'avoir passé un moment extraordinaire une fois dans sa vie à New York, ben, c'est une expérience finalement. Mhm. Mais ça ne nous dit rien du moment où on en part et où on est juste en train de dire c'était vraiment super, vraiment c'était à New York, c'est ci, c'est ça, ben, on n'est déjà plus dans l'expérience directe. Oui. Et finalement, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur les expériences d'éveil qu'on peut avoir. On peut avoir des expériences qui sont mais incroyables, des expériences d'unité, des choses où on se dit, ça y est, c'est bon, je l'ai, Mm. j'ai compris. Attends, comment est-ce que je vais faire pour le garder maintenant? Mais surtout, on est là dans un truc où finalement c'est tellement extraordinaire qu'on va en garder un souvenir fort. Et puis c'est quelque chose qu'on va chérir ensuite. Et on va se dire, ah, mais comment est-ce que je vais récupérer ça? Parce qu'on va confondre cette expérience, qui est quelque part
un cadeau sur le chemin pour la réalisation ultime, hein. Et finalement, ça m'évoque ça un petit peu, cette histoire Mmh. de New York, entre l'expérience directe de la chose, qui directe. Alors peut-être que c'est un abus de langage de parler d'expérience directe, parce que disons que c'est une expérience directe de notre expérience directe, plutôt qu'une expérience directe de la chose, parce que finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, c'est simplement être présent avec ce qui est, sans le filtre même du mental. Et, euh, et déjà, simplement être capable de simplement être avec ce qui est, c'est déjà une pratique très puissante. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter, ici et maintenant? Et simplement revenir dans le ressenti, dans le phénoménologique, ouais, c'est ça, dans le senti. Ouais, ouais. Et quel est le lien que tu fais pour toi entre pratique et entre pédagogie? Parce que là, du coup, tu es en train de faire presque de la pédagogie de la pratique. Donc, Alors, ouais, euh, c'est un lien qui est. On ne peut pas séparer les deux, en fait. Euh, la pédagogie, donc, c'est le fait de trouver des moyens pour transmettre quelque chose. Et effectivement, on peut transmettre des choses en ayant une théorie sur les choses et en racontant la théorie sur les choses, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure sur l'éveil, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que si on incarne vraiment ce qu'on transmet, c'est quand même mieux, tout simplement parce que c'est la différence entre faire un cours magistral sur quelque chose. J'ai lu un livre et je raconte ce que j'ai lu dans le livre sans l'avoir expérimenté. Voilà, il y a un manque d'authenticité peut-être là-dedans. Même si le rôle euh, des enseignants perroquets, et je pense que dans une certaine mesure j'en fais partie, c'est-à-dire on a reçu des enseignements qu'on transmet sans forcément les réaliser complètement. Donc déjà la pratique chez le pédagogue entre guillemets est importante, et dans la pédagogie même, c'est-à-dire dans la façon de transmettre les choses, il est important, à mon sens, de proposer des exercices, de proposer des ateliers, de proposer des jeux, de proposer des choses à faire, tout simplement pour expérimenter les choses qu'on raconte, qui soient en dehors du filtre du mental. Le mental est très bien, il fait plein de choses très bien, mais il interprète tout. Et parfois, l'interprétation nous éloigne, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'expérience. Et le fait de proposer juste des protocoles, des choses à faire simples, ça permet de revenir à l'expérience. Et donc, le fait que la personne qui reçoit, entre guillemets, un enseignement soit en capacité de reproduire cette expérience va plus facilement comprendre ce qui est enseigné. On peut dire, bah, c'est toujours le goût d'un jus d'orange, par exemple. Ah là là, c'est très bon le jus d'orange. On peut l'expliquer de 10 000 manières. Mais si on donne finalement, bah, maintenant, goûtez votre verre de jus d'orange, tous, c'est une transmission quelque part qui est plus puissante. Euh, et la pédagogie, c'est aussi une pratique en elle-même. C'est-à-dire que le fait de transmettre, le fait de partager ce qu'on a nous-mêmes expérimenté, ça permet d'avoir un autre regard sur sa propre pratique. Et ça permet d'avoir peut-être même de comprendre des choses autrement et d'assimiler des choses de façon différente. Et je, comme bon, je fais de l'accompagnement individuel, j'anime des ateliers de méditation, j'essaie toujours de trouver des moyens habiles, comme diraient les bouddhistes, Mhm. pour transmettre. Et donc, c'est ça, hein, la pratique, c'est des moyens habiles parce que finalement, tu vas dire quelque chose à quelqu'un et tu vas penser que c'est tout à fait clair, et finalement, la personne en face va pas du tout recevoir la même chose. Et donc, il faut trouver des moyens autres que les mots pour transmettre les choses. Et donc, des expériences, des ateliers, des boîtes à outils. Donc,
préfère qu'une personne, lorsqu'elle ça, voilà, elle veut apprendre la méditation, je préfère lui transmettre tous les outils que j'ai à ma disposition. Même si elle ne les va pas les pratiquer nécessairement tout de suite, mais au moins elle va avoir différentes manières d'explorer, le moment présent. Peut y a alors, si on fait une métaphore, elle peut avoir le microscope, le télescope, la loupe, le marteau, et cetera. Tout ça pour observer et déconstruire, de différentes façons. Mhm. Merci Ludovic. Ça Ben, me fait... je sais pas si j'ai répondu à ta Si, question, si, hein. si, c'est parfait. Ça me fait même du bien d'entendre ce que tu dis parce que c'est quelque chose que parfois j'ai l'impression d'être seul à porter un petit peu cette vision-là. Pour te donner un exemple, donc moi j'accompagne des personnes aussi, j'organise des stages, des ateliers, j'ai même un groupe là que ça fait 2 ans que j'accompagne. Et c'est vrai que la parole dans ma transmission, elle a sa place, elle est importante, mais elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire que tout part déjà d'une expérience et c'est de ce qui se passe dans l'atelier, dans le vécu, etc. Il y a une parole qui est posée dessus, un peu comme si on venait tirer quelque chose voilà, plutôt que d'emmener une parole qui emmènerait à un endroit. Déjà, enfin, je vois que c'est une manière que j'ai de faire. Et j'ai un exemple là qui me vient, c'est qu'on parlait la dernière fois de la focalisation du mental qui est hyper focalisée. Et une personne qui ne comprenait pas vraiment ce que ça pouvait vouloir dire, on s'est juste tous levés et on a enserré la personne. Voilà, on était hyper focalisé sur la personne. Et du coup, voilà, et ben, elle avait plus du tout d'espace pour faire autre chose que d'être serrée par des personnes, en fait. Et si tout d'un coup, on défocalisait notre attention, on lui relaissait de l'espace, et tout d'un coup, elle pouvait avoir un peu plus d'espace, respirer, voir autre chose. Voilà, c'était un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'il y avait un propos, mais il y avait un vécu aussi à travers le corps, avec d'autres sens, avec d'autres intelligences que l'intelligence mentale, on va dire, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, l'intelligence corporelle, etc., qui se mettait en œuvre et qui, du coup, permet une favorisation de la prise de conscience qui, du coup, te tombe dessus. Voilà. Tu crées la condition propice à la conscience. Voilà, en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je reconnais cette importance de la pédagogie, de faire avec les moyens habiles et surtout de s'adresser à un ensemble d'intelligence, de sensibilité, de manière d'appréhender le monde qui n'est pas que mental, c'est juste que le mental récupère tout, donc il y a une sorte d'impression que le mental prédomine et est la seule voie. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est très important que ça bouge, qu'on soit dans une démarche d'exploration plus que juste de transmission, d'enseignement, on va dire, oral. Mm. Et le fait en plus, qu'il y ait plusieurs explorations possibles, plusieurs outils possibles, c'est pour moi, c'est essentiel. Alors certains pourraient dire: «Oui, mais on s'égare, on va dans plusieurs voies à la fois», mais en fait non, puisque ça vise toujours la même réalité, hein, Mhm. le même «absolu» entre guillemets, mais on utilise, les moyens qu'on a à notre disposition, notre tableau de bord, qui s'offre à nous, et donc on va utiliser les différents boutons qu'on a sur le tableau de bord pour pouvoir Mhm. déplacer le véhicule de notre investigation. Donc là, je viens d'inventer cette métaphore, hein, voilà, je le dis, mais et finalement, on ne fait que avec les paroles, on ne fait qu'éclairer une partie de l'expérience, mais finalement, il faut encore que les personnes regardent à cet endroit-là, et pour regarder, bah, il y a les pratiques, et c'est aussi pour ça que, et je pense que toi aussi c'est le cas, on reçoit des différentes personnes sur nos médias respectifs, donc toi sur ton podcast et ta chaîne YouTube, et puis moi sur ma chaîne YouTube. Et en tout cas, de mon point de vue, c'est souvent des personnes différentes, hein, c'est jamais la même personne, et elles vont avoir des formulations différentes, avoir des propositions différentes, et c'est intéressant de voir que ça fonctionne un peu comme les pratiques, différentes, puisque, ça va peut-être convenir à une personne à un moment donné, un tel discours ou telle pratique, mais ce même discours ou cette même pratique ne conviendra peut-être plus à la même personne dans 5 ou 6 mois, on va dire, parce que finalement, il y aura eu une évolution de son appréciation.
Et également, ben, ça pourra peut-être ne pas du tout convenir à une autre personne, puisque on n'est pas tous configurés, on n'a pas tous les mêmes conditionnements, et les conditionnements ont la vie dure, hein, et donc il faut Hmm. composer avec eux, et il faut essayer de ne pas en faire non plus des ennemis complets, et donc essayer plutôt de s'adapter, de composer avec ce qui vient. Et donc le fait d'avoir des approches différentes et des pratiques différentes, et j'aime beaucoup l'image que tu as proposée de vraiment d'avoir une pratique, un exemple vraiment très physique, quoi. C'est une métaphore Mhm. incarnée, quoi. Ouais. Et quel est le rôle de l'engagement là-dedans pour toi? Parce que quand on parle de pratique, on parle d'engagement et souvent c'est l'engagement qui est à mauvaise presse plus que la Ah pratique. oui, oui, bah, l'engagement, c'est une pratique en soi, et puis c'est un moyen habile pour pouvoir continuer à pratiquer. L'engagement, c'est presque le synonyme de la liberté, parce que finalement, on a tendance à penser que la liberté, ça consiste à faire un peu ce qu'on veut au moment où on le veut. Oh, là, j'ai envie de me faire un McDo, tiens, bah, je vais me faire un McDo. Et puis, ah bah non, j'avais décidé de faire un régime ou d'être végétarien. Donc, finalement, on a l'impression que juste suivre le moindre de ses désirs et de les prendre pour quelque chose de réel, c'est ça la liberté. Mais en fait, c'est plutôt respecter on va dire, ces engagements profonds. Et on reste dans la dualité, on est d'accord, hein, quand on fait ça. Mais finalement, les engagements profonds correspondent à nos valeurs profondes, celles qui émergent naturellement lorsqu'on est dans des conditions idéales d'unité avec le soi ou ce qu'on veut, hein. Mais ce sont, voilà, ces qualités naturelles. Et lorsqu'on n'est pas forcément dans cet état tout le temps de parfait éveil, finalement, l'engagement permet de nous rappeler nos valeurs profondes et ce qu'on veut vraiment, vraiment. C'est-à-dire eh ben, voir les choses telles qu'elles sont, réaliser qu'on n'est pas ce désir ardent d'acheter le dernier iPhone, par exemple. Et donc, pour en revenir à la pratique et l'engagement, la pratique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, je me place dans une perspective où on a une pratique de méditation assise dans le cadre du bouddhisme, par exemple. En général, il est recommandé pour bien pratiquer, bien méditer et donc avoir une vision plus claire de ce qui est, c'est d'avoir une pratique formelle quotidienne. Et on pourrait se dire, oui, non, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas méditer parce que finalement, j'ai couru ou je sais pas, j'ai fait une sieste, c'est un peu comme méditer. On pourrait se dire ça et se laisser emporter par les pensées qui sont crues, quoi, finalement, et les impulsions qui sont crues, hein. Ou alors qu'on peut se dire, bah non, j'ai un engagement qui provient de quelque chose de plus profond, et bah, je suis cet engagement parce que je sais, au fond, que ce sont mes aspirations profondes. Alors après, effectivement, c'est des engagements enfin, le réel engagement, et c'est un engagement qu'on prend alors qu'on est dans un état d'ouverture et dans un état de présence particulier. Et donc, on se souvient que bah, on n'est pas toujours dans cet état. En tout cas, enfin, je sais pas, peut-être que les autres, oui, mais moi, non. Voilà. Et donc, finalement, l'engagement, c'est ce qui nous libère. C'est ce qui nous libère de nos conditionnements aussi. C'est ce qui nous libère de nos habitudes, de notre personnalité, de notre torpeur, de notre paresse, même si ce ne sont que des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent au sein de notre conscience, comme le veut le parler non duel, et qui est tout à fait vrai. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on l'observe patiemment ou de façon passive? Ou est-ce qu'on essaye justement d'incarner la réalisation? Et ça, c'est peut-être une perspective un peu bouddhiste, on va dire. Hmm. C'est-à-dire qu'on va incarner ce qu'on considère être la réalisation. Et il y a deux pratiques qu'on retrouve dans le bouddhisme qui sont importantes à ce niveau-là. C'est la pratique de l'amour bienveillant, donc qui est d'incarner cette bonté naturelle
envers tous les êtres, et cette volonté que tous les êtres atteignent la libération. Et il y a aussi une pratique d'une éthique, d'une morale basique finalement. Parce qu'on peut se dire, oui, oh, la morale, l'éthique, l'amour, tout ça, c'est un peu niais, ça paraît un peu forcé, etc. D'une certaine mesure, ça peut l'être, effectivement. Mais si on regarde vraiment ce que c'est un entraînement à être soi-même. Si on considère qu'on est vraiment l'amour qui est, etc., on essaye, dans la mesure du possible, de pas être une épine, je vais rester poli sur ce podcast, mais une épine dans le pied des autres personnes à qui, voilà, avec qui on échange et qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes euh, visions sur la vie que nous et nos conceptions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, Si, si, si. Et tu as évoqué du coup, par exemple, je sais pas, la pratique de l'amour ou la bonté fondamentale ou mhm. la pratique de l'éthique comme une pratique justement. Est-ce que tout peut être une pratique ou c'est que la méditation assise, etc., qui est la pratique, ou tout peut être au-delà du bouddhisme, hein, je veux dire, pour toi? Alors, oui et non. Tout peut être une pratique, mais tout va dépendre de ce qu'on va considérer, de la définition qu'on va donner à la pratique. On Hmm. peut diviser la pratique en deux choses. La pratique formelle, donc la méditation assise, qui est une sorte de laboratoire d'expérimentation où tout est plus facile, finalement. On est assis, on est en retraite, ou voilà, on est isolé. Et puis il y a la pratique qui va continuer ensuite dans la vie de tous les jours. Et finalement, c'est une pratique informelle qui va vers la non-pratique et vers Hmm. la spontanéité. Parce que finalement, il ne faut pas croire un peu naïvement que ah, ça y est, j'ai eu mon expérience d'éveil, donc tout va se dérouler de façon spontanée, etc. C'est très risqué. C'est très risqué parce que finalement, on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière et qu'on va simplement pas se comporter comme le pire des... Voilà. Et il y a des exemples de grands maîtres qui étaient considérés comme tels et qui certainement avaient atteint des grands niveaux de réalisation, si on peut considérer qu'il y ait des niveaux de réalisation, et qui ont eu des comportements très limites. Et donc oui, on peut, je pense, pratiquer à chaque instant de la vie. euh, et je pense que c'est le but ultime, c'est simplement de méditer sans effort à chaque instant. Et, euh, et donc, c'est le sans effort, en fait, qui peut être difficile à concevoir au début. Et puis finalement, une fois que c'est lancé, voilà. Et c'est simplement être présent à ce qui est et ne pas se laisser emporter par ses croyances, ne pas se laisser emporter par la manifestation et réaliser qu'on est le miroir et pas les réflexions sur le miroir, sans pour autant rejeter les apparences, sans pour autant favoriser une portion de l'apparence. C'est aussi ça, c'est-à-dire avoir une pratique d'être présent au monde euh, sans confondre cette présence au monde à d'être simplement présent à son petit bien-être personnel. Hmm. C'est peut-être pour aller vers la conclusion de ça, il y a, c'est enfin, ce que tu évoques là, ça me vient que on pourrait croire qu'il y a que nos vies, que par exemple des personnes qui n'auraient pas de pratique, n'ont pas de pratique. Peut-être qu'ils n'ont pas une pratique formelle, mais des pratiques sans effort, il y en a plein dans sa vie. Et même le fait de prendre conscience, par exemple, d'une pensée, c'est une pratique. Prendre conscience de revenir avant la pensée, à revenir à la source de la pensée, c'est une pratique. Donc au final, la pratique, pour moi, c'est un peu le fonctionnement naturel de l'organisme corps-esprit, qui fonctionne en fait comme ça, qui va apprendre quelque chose, il va prendre une mécanique, etc. Il va la répéter, la répéter, la répéter, la répéter, et qui ouvre en fait des nouveaux espaces de conscience et qui font qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, des nouveaux apprentissages, etc. Et parfois, si dans les personnes que j'accompagne, il y a une forme de lutte contre la pratique ou de tout de suite de croire que je n'en suis pas capable, j'en ai pas envie, etc. Mhm. Mais sans en avoir fait l'expérience. Et je veux dire, d'en faire l'expérience, souvent il y a une surprise de
même des effets que ça peut avoir dans un premier temps. Donc là, je parle d'une pratique un peu plus formelle, avec une Mmh. régularité, etc. Et en fait, de voir que ça déconstruit l'imaginaire qu'il y avait, et c'est de voir qu'au final, peu importe que cette pratique, elle reste ou qu'elle reste pas après, c'est que elle amène à une forme d'ouverture, d'une disponibilité et une réappropriation aussi au niveau de la conscience d'autres aspects que de l'aspect mental. Par exemple, je ne sais pas, une pratique physique, une pratique corporelle va faire que la proprioception, va faire que la sensation de la corporalité va être différente. On va se sentir différemment dans son corps. Se sentir différemment dans son corps, ça peut être sentir, du coup, de ne pas être le corps, justement. Ça peut être d'avoir un ressenti concret que le corps n'est pas exactement ce que l'on est, en fait. Justement parce qu'il y a un travail de conscience du corps, et on peut faire de la conscience du corps avec de la musculation si on en a envie, on peut faire du yoga, on peut faire d'autres Mmh. choses, mais où on peut ne rien faire. Mais comme tu disais tout à l'heure très bien, ne rien faire, c'est également une pratique en fait. Parce que ne rien faire, c'est de laisser faire. Et donc laisser faire, c'est un rappel et c'est une pratique. Donc voilà, peut-être que si le but c'est de donner envie aux gens de pratiquer ou de reconnaître qu'il y a des pratiques, à la fin, peut-être que pour clôturer, je vais te laisser la parole pour la clôture, mais peut-être se rendre compte que tout simplement, c'est la vie naturelle du corps-esprit, et que de croire qu'on devrait pratiquer ou pas de pratiquer, que c'est pas forcément là que ça se passe vraiment, Mmh. et que certains ont des élans de pratique plus formels, plus organisés, plus cadrés parce que ça nécessite, mais que de croire qu'il n'y a rien à pratiquer ou qu'il faut rien pratiquer, c'est aussi nier peut-être juste des élans naturels qui se manifestent, Mmh. Mmh qui mh. ont besoin aussi d'être nourris, comme, je sais pas, faire l'amour ou autre chose, quoi, pour certaines personnes. Tu me permets, je vais juste rebondir sur 2 Vas-y, 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 choses, vas-y. rapidement. Heu, on pourrait dire finalement que la pratique, c'est simplement être, avec l'immédiateté de ce qui est. Voilà. Mmh Je mh. pense que et de trouver des moyens pour parvenir à ça. Et finalement, on n'a pas beaucoup d'efforts pour être, simplement ici et maintenant, sauf peut-être à sortir du discours du mental qui va dire: «Oh non, j'y suis pas». Ça, c'est une première chose que je voulais dire et puis une deuxième chose sur le fait de ne rien faire. Dans le bouddhisme, que ce soit, dans le zen ou dans le dzogchen ou le Mahamudra, c'est considéré comme la pratique absolue et la pratique la plus facile à expliquer, mais la plus difficile à pratiquer. Puisque finalement, lorsqu'on s'assied, tout seul, sur sa chaise et qu'on laisse les choses se faire, très vite, on va se demander: «Mais attends, est-ce que je suis en train de bien pratiquer ou enfin, comment est-ce qu'il faut que je fasse?» Là, déjà, on est à commencer à construire quelque chose et donc l'exercice est très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit qu'on est en train de faire quelque chose, on relâche, en fait, la tension autour de ça et on reste dans l'expérience simplement, dans l'état naturel, de sa présence, de son expérience telle qu'elle se présente. Et ça peut être l'unique pratique qu'on peut avoir et on peut faire ça à chaque moment de la journée. Même si certaines personnes ont des systèmes mentaux très actifs. Donc peut-être que là, il faut passer par l'exploration du corps, l'exploration de choses, qui permettent de se réancrer. Merci Ludovic. Et donc, si une personne là se demandait, bon, allez, disons que j'ai envie de pratiquer un peu, est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer, si jamais cette personne Ah avait envie? c'est très simple, c'est de se demander à chaque fois qu'elle y pense, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Et de ressentir ce qui se passe. Donc ça c'est une première instruction. Une deuxième instruction plus formelle, c'est, l'instruction de base, qu'on trouve dans le bouddhisme qui est finalement un peu regardée de haut parfois, mais c'est simplement d'observer les mouvements naturels de sa respiration. Et avec ça, il y a une vie de pratique. Parce qu'il y a tout. Le l'absence de libre arbitre, la volonté de tout contrôler, l'impermanence, le non-soi, la souffrance liée à l'attachement. Il y a tout qui apparaît juste dans ce petit exercice. Se poser quelques minutes et observer
qu'est-ce que ça fait de respirer ici et maintenant? Merci Loïc. C'est moi Si qui te jamais des remercie. personnes ont envie de découvrir Nevermind ou de te contacter, comment ils te contactent? C'est une très bonne question. Bah, il y a ma chaîne YouTube, c'est assez simple, c'est Nevermind Méditation, donc il suffit de rechercher, dans la barre de recherche il y a un petit logo, avec, Un ma petit tête Bouddha. dessus, mais voilà, c'est en orange, voilà. Et sinon, par mail, contact arobase, non, c'est pas ça du tout, c'est Nevermind Méditation, tout attaché, arobase gmail.com. Et voilà, sinon, bah, j'ai une page Facebook, j'ai même un TikTok, ouais. Un Bon, TikTok. pour Ah l'instant, oui, j'ai pas c'est posté original. grand-chose. C'est Je original. fais des danses, c'est génial. Et voilà, et puis sinon, sur la page également, du site de Kagyudzong, voilà, j'ai juste une page de présentation, donc c'est un centre bouddhiste, à Paris, et je lui propose des sessions de méditation le jeudi soir, le premier et troisième jeudi du mois à 19h30. Voilà. Super, bah, merci pour ces infos, merci Merci à de toi. cet échange haut en couleur sur la pratique. Voilà, on a vendu du rêve là, je pense. Bah, merci, et puis c'était une grande joie de te rencontrer, Bah, d'échanger avec pareil, toi. et je te dis à bientôt, et Ouais, on aura l'occasion de se recroiser. ça marche, merci beaucoup. Allez, bye. Ciao. Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.